Professeur Deray, vous êtes pharmacologue, néphrologue et chef de service dans le service de néphrologie et hémodialyse de la Pitié-Salpêtrière depuis 20 ans. Vous avez publié plus de 500 publications sur les interactions médicamenteuses. Alors, quel bilan faites-vous sur le bon usage du médicament en 2022? Déjà, c'est une bonne question, ce fameux bon usage du médicament dont on parle depuis la nuit des temps. Tout d'abord, on rappellera que c'est donc de prescrire la bonne dose du médicament au bon patient pour avoir la meilleure efficacité avec le moins d'effets secondaires. Logique, hein. Alors le problème, c'est que quand vous avez encore plus de 10 000 morts par an liées à ce mauvais usage du médicament, euh, plus de 100 000 hospitalisations liées à ce mauvais usage du médicament, vous ne pouvez bien sûr pas être satisfait. Et donc je porte un regard critique, ce d'autant que plus de la moitié de ces complications sont pas liées juste à un effet intrinsèque du médicament, une mauvaise susceptibilité de la personne, mais à un mauvais usage du médicament. Donc on a encore beaucoup de progrès à faire. Prendre en compte la clairance rénale pour la prescription de nombreux médicaments fut votre cheval de bataille depuis de nombreuses années. Alors, pensez-vous que c'est un réflexe acquis maintenant par le corps médical? On va faire simple, la réponse est non. Alors, il y a quand même eu un progrès majeur, qui est d'intégrer les formules mathématiques de calcul du DFG dans le rendu du résultat biologique quand on dose la créatinine. Avant, lorsqu'on dosait la créatinine, il fallait savoir interpréter la créatinine. Et ça posait un problème majeur, parce qu'en fait, ce qu'on ne voyait pas, c'est qu'une augmentation modérée de la créatinine, en particulier chez le patient âgé, pouvait signifier une baisse très importante de la fonction rénale. Exemple, vous avez 80 ans, votre créatinémie est par exemple à 13 mg par litre, légèrement au-dessus de la norme, vous avez perdu plus de 50% de votre fonction rénale. Donc ça, c'est bien. Le deuxième progrès, c'est en fait d'avoir fait disparaître progressivement la formule Cocoff-Tego, qui n'est pas bonne, et de l'avoir remplacée par deux autres formules qui sont MD-RD et qui sont CKD-EPI. C'est cette dernière et celle maintenant qu'on utilise le plus. Donc ça, c'est bien. Et ça permet maintenant de dépister l'insuffisance rénale beaucoup plus tôt. Et je vois d'ailleurs beaucoup de patients maintenant qui me sont adressés tôt parce qu'on voit une formule qui dit tiens, le DFG est à 50, à 40. Avant ça, j'aurais pas eu. Ça, c'est le problème de façon générale. Maintenant, il y a le médicament. Alors, pour le médicament, je reste, allez, beaucoup plus ennuyé. D'abord parce que les études montrent qu'en 2022 encore, lorsque vous regardez si les médicaments ont une posologie bien adaptée chez le patient insuffisant rénal, suivant les pays, suivant les études, entre 20 et 50% des médicaments ou des patients n'ont pas une posologie qui est adaptée. Donc clairement, on garde un problème. Après, nous verrons pourquoi. Mais en tout cas, le fait est là. Le point important que je voudrais souligner, c'est que, bien entendu, qu'il y a des surdosages, parce qu'on ne diminue pas la dose. Mais de façon contre-intuitive, il y a beaucoup de sous-dosages, parce qu'on a peur de l'insuffisance rénale. Et je vous donnerai des exemples. Justement, des médicaments pour lesquels la posologie est capitale, les antirétroviraux, les anticancéreux, et récemment les AOD. Eh bien, dans ces médicaments, lorsqu'il y a une insuffisance rénale, souvent c'est le sous-dosage qui est dominant, parce que le praticien a peur des conséquences d'un surdosage et moins peur en fait de l'inefficacité du médicament. Exemple, les AOD, ces nouveaux anticoagulants. Ils n'ont que 10 ans, c'est rien. Bien, vous savez quoi? Ils ont été développés avec la formule Cocoff-Teco, premier écueil. Ils n'ont pas été développés avec les formules modernes. Comment on peut, en 2022, encore adapter la posologie des médicaments sur une formule de Cocoff-Teco? La deuxième chose qu'on constate dans les études, c'est que chez insuffisant rénal, beaucoup sont sous-dosés. Le médecin a peur de l'hémorragie, il n'a pas peur de la récidive thrombotique. Et la raison en est que l'hémorragie, ce serait de sa faute. La récidive de la thrombose, intuitivement, c'est pas tout à fait de sa faute. Imaginez les conséquences pour des anticancéreux. Donc non, je ne suis pas encore satisfait. Et il va falloir encore que l'on travaille très intensément pour que nos patients aient effectivement une bien meilleure prescription, nos patients insuffisants rénaux, une bien meilleure prescription de leurs médicaments. Dernier point, c'est la toxicité rénale des médicaments, qui évidemment concerne le patient insuffisant rénal. Il faut éviter ces médicaments. Ça, je trouve que globalement, c'est plutôt bien fait. Dans notre association, il est un fait acquis et évident que l'interprofessionnalité est fondamentale
pour réduire le mésusage et la iatrogénie médicamenteuse. Alors, dans quel domaine trouvez-vous que la collaboration entre les médecins et pharmaciens s'est améliorée? Alors ça c'est important. Alors d'abord, cette notion d'interprofessionnalité, c'est difficile à dire déjà, elle est clé, elle est cruciale. Comment peut-on même imaginer qu'il n'y ait pas une collaboration entre ces différents acteurs? D'ailleurs, ça concerne médecins, pharmaciens, mais tous les acteurs de la santé. On parle depuis la nuit des temps également du parcours patient. Par définition, le patient va passer par le médecin, puis le pharmacien, puis l'infirmière, puis le kiné dans des ordres variés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le médecin et le pharmacien ont des compétences complémentaires. Dans un monde médical qui est complexe. Nous ne pouvons plus acquérir toutes les données, c'est impossible. Donc on a besoin chacun de la complémentarité de l'autre. Une notion supplémentaire pour moi est que le pharmacien a une place particulière parce qu'il maille le territoire. En théorie et encore aujourd'hui, ça risque de ne pas durer vu le rythme à laquelle les pharmacies disparaissent. Le médecin, lui, étant donné la désertification, n'est pas accessible comme le pharmacien. Vous ne pouvez pas rentrer dans le cabinet du médecin comme vous rentrez dans la pharmacie. Donc le pharmacien, il est d'une rare compétence et accessible. Je crois qu'il n'y a pas d'autre exemple de quelqu'un qui a un tel niveau de formation scientifique et auquel vous pouvez accéder si facilement en ville. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc on a besoin des deux. Je vous ajouterai que moi, ça fait longtemps que je suis convaincu, ça fait des années que je dis que la Dream Team, c'est pharmacien-médecin. Et d'ailleurs, qu'avons-nous fait dans mon service quand on a créé ICAR? On a engagé des pharmaciens, j'ai engagé des pharmaciens pour travailler avec moi, et c'est avec eux que j'ai bâti toute la problématique du GPR, c'est-à-dire le maniement des médicaments chez insuffisance rénale. J'avais besoin de la compétence de ces personnes-là. Donc oui, on a besoin de l'interprofessionnalité, c'est une évidence. Est-ce qu'on a avancé? Alors on a avancé sur le cadre, sur les possibilités. Oui, il y a des lois qui sont parues, dont la loi HPST, qui ont défini des cadres qui n'existaient pas. Et des cadres qui nous disent ou qui permettent aux pharmaciens d'intervenir dans des domaines où ils ne pouvaient pas intervenir. Comme quelques soins pour le patient, que la formation continue par exemple. Des éléments qui sont essentiels, parce que sans cadre, vous ne pouvez rien faire. Donc en théorie, le pharmacien a beaucoup plus de possibilités en 2022 qu'il n'en avait il y a 15 ou 20 ans. Mais ça n'a pas beaucoup avancé. Parce qu'il faut des moyens. C'est bien beau de dire à un pharmacien, vous pouvez faire de la formation continue, mais quand, comment? Et puis vous gagnez quoi à faire la formation continue? Il faut qu'il vive, le pharmacien, puisqu'elles ferment tous les jours, puisqu'elles font faillite. Et donc, ils ont été obligés de s'orienter vers la parapharmacie, on sait très bien pourquoi, parce que s'ils n'ont pas de parapharmacie, ils ferment. Alors parapharmacie ou formation, ou les deux? Clairement, on a un problème de moyens qui devrait être dévolu assez loin. Or, les moyens, clairement, on ne les a pas. La deuxième chose que je trouve on n'a pas, et mon constat n'est pas bon globalement, je vous le dis, ce sont les outils. La médecine est extrêmement complexe et l'importance des données qu'un médecin ou un pharmacien doit connaître est juste impossible. Donc on a besoin d'outils, c'est évidemment des outils numériques, ce sont des outils informatiques. Prenez l'exemple de l'adaptation de la posologie chez le patient insuffisant rénal. Il y a un seul outil cohérent en France, c'est celui qu'on a bâti à la Pitié, c'est GPR. Il n'est pas normal qu'il y en ait un seul. Et il n'est interfacé ce jour avec rien. Rien. Pourquoi? Parce que par définition, pour faire bien, j'ai dépassé les RCP. Et si je dépasse les RCP, je ne peux pas être interfacé. Et donc, le médecin qui n'a pas le temps de faire sa consultation et le pharmacien qui n'a pas non plus le temps et qui en plus ne peut pas avoir toutes ses connaissances dans sa tête, a besoin de ces outils qu'on lui mette en place. Et le troisième exemple que je vais citer, c'est le problème du dossier médical patient. Alors ça, c'est l'Arlésienne quand même. Combien de milliards on a dépensé? Comment est-il possible qu'un homme ou une femme qui va passer entre les mains du médecin, puis du pharmacien, puis du kiné, puis de l'infirmière, et pas entre les mains un dossier médical où il y aurait tout? Prenez tous ces éléments, mélangez tout ça, on est encore très très loin d'avoir non pas l'idée elle est là, l'envie même elle est là. Les pharmaciens, ils en ont envie, les médecins, ils en ont envie. Mais on n'a pas les moyens et les outils pour faire cette interprofessionnalité. Il va falloir la faire, ça c'est sûr.